Bon. Parler fort. Il y a peut-être un... Ah, là, il y a peut-être un engin, là, peut-être. Normalement, c'est lui. Merci d'avoir bien voulu venir vous présenter ce soir votre dernier livre, le livre de Jacob, consacré à votre père. Votre nom est familier depuis longtemps pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à la Russie. Depuis des décennies, en effet, vous déployez une inlassable activité de chercheur, de traducteur et d'historien. La curiosité toujours en éveil, qui fait de vous aujourd'hui l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire de la Russie, et de la Russie du XIXe siècle en particulier. Permettez-moi au moins de rappeler votre histoire de Saint-Pétersbourg, mais aussi votre grand siècle russe d'Alexandre Ier à Nicolas II. Il convient aussi de rappeler que vous avez traduit deux des principaux ouvrages d'Alexandre Zinoviev, les Hauteurs béantes et le très fameux L'avenir radieux, ainsi que de la poésie de Mayakovsky, le journal de Babel et j'en passe. Chargé de recherche au CNRS pendant de nombreuses années, vous êtes professeur en histoire à l'Université de Genève depuis 2000, et aussi directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez dirigé également le Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centro-européens. Il me serait impossible de citer ici toutes les études que vous avez pu mener, si diverses, si passionnantes, mais l'on retrouve plusieurs thèmes de prédilection, comme celui de la pédagogie en Russie au début du siècle dernier et au début du pouvoir soviétique, ou encore des études de sociologie et d'ethnologie, des monographies sur les voyageurs français en Russie, ou encore les voyageurs russes en France, sans oublier bien évidemment de nombreuses études littéraires. Mais vous êtes venu ce soir pour nous présenter le livre de Jacob, une traversée du XXe siècle, une entreprise très personnelle et intime qui se démarque totalement de ce que vous avez pu faire jusqu'ici. Et donc il s'agit de 170 pages consacrées à votre père, pleines de sensibilité et d'émotion, sur une quête, celle de la filiation entre un fils et son père, dans un contexte, nous le verrons, très précis, très particulier, mais dont l'écho est universel. Et pour commencer, expliquez-nous peut-être qui fut votre père. Merci. Donc en quelques mots, puisque le livre ne me dit pas forcément tout ça, mon père était né en 1887, ça marche? Oui, peut-être, voilà. Mon père était né en 1887 dans une famille juive qui s'était installée d'abord dans la région d'Ordo, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est la région de Tchernozion, des Terres Noires, au sud de Moscou. Et puis le grand-père, c'est-à-dire le père de mon père, bâtit l'usine de filature de chanvre dans la région, enfin à côté de la ville de Penza, donc au sud-est, du côté de la Volga, vers la Volga. Et donc mon père devait reprendre l'usine, fit des études, d'abord à l'Institut Polytechnique de Munich pour devenir ingénieur, et puis ça ne lui plaisait pas, il a rompu avec, disons, d'abord le judaïsme pour entrer à l'université de Moscou, et aussi, dans une certaine mesure avec son père, puisqu'il voulait devenir avocat. Donc il fit des études de droit à l'université de Moscou, qui était à l'époque assez prestigieuse et sélective, la faculté de droit. Après quoi, il s'est tombé sur la guerre, il a, bon je passe un peu tous les détails, il a un peu navigué, en 1917, il était dans un soviet de marins, je n'ai pas très bien compris s'il était député ou présidait le soviet, peu importe, il avait généralement une tendance à embellir les choses, donc peut-être qu'il faut descendre du président au député, et après quoi, il a émigré, une première fois, d'après ses dires, en fuyant sur les glaces du golfe de Finlande. Après quoi, il est revenu parce qu'il aimait une femme, c'était sa première femme, quand, en 1920 apparemment, ça c'est un épisode assez intéressant, puisqu'il est remonté sans papier, en train, habillé comme un bourgeois, et dans un wagon de tchéquistes. Plein de gens de Tchéka, et c'est peut-être ce qui l'a sauvé, parce que personne ne soupçonnait qu'il pouvait y avoir un personnage comme ça, qui n'ait pas de papier. Après quoi, il est resté un petit peu là-bas, jusqu'en 1924, où il émigra définitivement avec un passeport lituanien qui lui a été délivré par quelqu'un qui connaissait un peu, c'est le poète Baltrušaitis, qui était ambassadeur de Lituanie en Russie.
Il émigre en France, il creve à la faim, il s'est remarié, sa femme est morte, donc il y a toutes sortes d'épisodes de ce genre. Il a essayé d'exercer le droit, mais vous comprenez évidemment qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire s'il connaissait mal la langue. Et il s'est retrouvé dans la guerre avec le choix très limité de se déclarer juif, de fuir ou de faire encore autre chose. Il fit finalement autre chose, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas déclaré à la police, il était juif, je vous rappelle, et il réussit à se faire embaucher d'abord à la gare du Nord, puisqu'il n'avait pas de travail. Il est arrivé dans un bureau, puisqu'il parlait parfaitement allemand avec son séjour de Munich, et ensuite il commença à progresser dans la voie hiérarchique et on le plaça à l'état-major de la Kriegsmarine, donc l'état-major de la marine allemande, qui était à Vanves. Il n'était évidemment pas membre de l'état-major, mais il était secrétaire là-dedans, un des civils employés. Et c'est là qu'il devint résistant, puisqu'il passa des renseignements au FFI, enfin plus exactement Force française combattante. C'était le fameux réseau interallié, dont on ne connaît pas très bien aujourd'hui l'histoire, bien qu'il y ait un livre consacré là-dessus, mais il faut savoir, et là je ne le dis pas en fils, comment dire, honorant ou gardant son père, mais c'est là, je crois que c'est la vérité, que le débarquement allié n'aurait sans doute pas pu se produire sans le travail des services de renseignement interalliés. Il faut savoir que ce service de renseignement, qui au départ était composé surtout de juifs et de polonais, et qui ensuite peu à peu s'est étoffé de français, avait des renseignements exacts sur toutes les vocations, tous les mouvements de troupes et tous les emplacements des troupes allemandes, chiffrés sur l'ensemble de la France. Voilà le degré de sophistication où était arrivé ce réseau. Et voilà un peu l'histoire. Après, il a hésité, il voulait revenir en Russie, pour toutes sortes de raisons, par nostalgie essentiellement. Et puis finalement, il est resté, heureusement pour lui, puisqu'il aurait atterri au Goulag, on appelle ça à peu près sans aucun doute. Et il est mort assez vieux, il n'a pas écrit vraiment de mémoire. Il faisait des récits très colorés, plein de saveurs, très vivants. Et c'est par la suite, alors ça on en parlera après, que j'ai pensé que peut-être je pourrais écrire un livre là-dessus. Peut-être une petite question. Il aimait parler de son passé? Il aimait parler de son passé ou Oui, c'était très sélectif. Il racontait des histoires, des épisodes, sans récit suivi. C'était vraiment comme une histoire, comme une chanson. Alors il embellissait un peu, mais pas tellement, d'après ce que j'ai pu recouper. Parce qu'après coup, il y a ces choses que j'ai pu vérifier ou non. Dans l'ensemble, c'était vrai, mais par exemple, au lieu de dire que sa première femme était infirmière dans un hôpital psychiatrique, il a dit qu'elle était psychiatre. C'était des petites choses comme ça. Une identité partagée entre le judaïsme, la France et la Russie, ce qui ne fut pas toujours apparemment aisé, puisque votre père se disait athée et apatride. Et vous écrivez vous-même, page 31, « Ma double appartenance russe et française, sans parler de la juive, me donnait trop de fil à retordre pour que j'ose m'imaginer libre au sein de cet écheveau. » Racontez-nous cette quête. Donc, en fait, j'étais très préoccupé par mon père parce que c'est un homme assez autoritaire et assez pesant. Et en plus, depuis sa retraite, il était à la maison, et donc sa présence était encore plus pesante pour moi qui allais à l'école. Et donc, cet héritage était très lourd en réalité. Il y avait des tas de choses que je ne comprenais pas. Par exemple, le fait qu'il était juif, je l'ai appris, enfin mes frères l'ont appris encore plus tard parce qu'ils sont plus âgés que moi, mais moi j'avais peut-être une douzaine d'années, 13 ans. Auparavant, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Il essayait de transmettre à tout prix un héritage russe qui entrait dans une certaine mesure en contradiction avec la vie en France, parce que lui-même était un homme du 19e siècle, plein de ce qu'était le 19e siècle. Il était très décalé, il a des tas de choses qu'il ne comprenait pas bien dans le fonctionnement français, il n'était pas du tout hostile, au contraire, il aimait la France, mais comme beaucoup d'émigrés, il était décalé. Et alors c'est cette position de décalement qui, en fait, m'avait effectivement donné du fil à retordre, et c'est après coup que j'ai commencé à vouloir essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est que tout ça. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'ils nous lisent des livres russes tous les soirs, d'un ton extrêmement pénétré,
Qu'est-ce que c'était que ces histoires qu'il nous racontait? Pourquoi est-ce qu'il s'était engagé volontaire en 1939? Je n'avais pas dit ça. À un âge qui était déjà une bonne cinquantaine d'années, oui, il avait 48-50 ans, donc âgé, il n'était pas du tout obligé de faire ça. Donc c'est toute cette histoire un peu étrange. Pourquoi est-ce qu'il était revenu, reparti de Russie, revenu, émigré deux fois, etc. Donc tout cela que j'ai essayé de vouloir comprendre. Et le livre de Jacob est radicalement nouveau dans tout ce que vous avez écrit jusqu'à présent. Pourquoi et comment avez-vous décidé d'écrire sur votre père? Et quelles ont été les difficultés spécifiques d'écriture que vous avez rencontrées lors de la rédaction de ce livre? Merci. Ben, en fait, d'habitude, j'écris de l'histoire, surtout des articles, parce qu'il n'y a pas tellement de livres, il y en a 4, enfin, ce n'est pas énorme. Depuis longtemps, j'étais tenté par l'écriture littéraire, d'abord parce que j'aime la littérature, deuxièmement parce que j'ai traduit des œuvres littéraires, ce qui est pas mal, mais assez frustrant quand on aime écrire, et surtout qu'on ne choisit pas toujours ses auteurs. Et troisièmement, il y avait une autre raison, c'est que j'en avais non pas assez d'écrire de l'histoire, parce que je continue encore, mais parce que l'écriture de l'histoire aujourd'hui a pris une tournure qui est extrêmement pesante. C'est-à-dire qu'il y a une technique de la scientificité. Je ne dis pas scientifique réellement, parce que je ne crois pas que l'histoire soit une science. C'est-à-dire qu'on peut avoir une approche scientifique dans le travail de l'historien, certainement, et il faut l'avoir. Mais ce n'est pas une science. Et donc, ce qu'on appelle les protocoles, lorsqu'on publie un article de médecine, lorsqu'on fait des expériences, en histoire, ça n'existe pas. Par quoi c'est remplacé? Par des discussions de méthode et par des notes infrapaginales, interminables, monstrueuses parfois. Il y a parfois plus de notes que de textes. C'est comme un peu la Bible TOB, vous avez les 3/4 de la page, ce sont des commentaires. Et à la longue, c'est fatigant. Et donc je me suis rêvé d'un jour où je pourrais écrire sans notes. Mais en histoire, ce n'est pas possible à moins de faire de la vulgarisation. Sinon, vous passez pour un rigolo. Alors, j'étais donc tenté par l'écriture littéraire, et une très chère amie m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas sur ton père ?» Et voilà comment ça a commencé. Quant aux difficultés, je ne dirais pas qu'il y a eu énormément de difficultés. C'est-à-dire que j'ai eu énormément de plaisir à l'écrire, mais j'ai mis très longtemps, j'ai mis 3 ans. J'écrivais quand, selon l'image romantique de l'écrivain, quand j'étais inspiré. Ou plus exactement, quand j'avais vraiment pas mal d'heures devant moi et l'esprit totalement libre. Il fallait ça, parce que quand on s'attaque à son père, c'est quand même pas la même chose que de décrire un village ou autre chose. Il faut vraiment avoir l'esprit libre. Et donc, c'est venu comme ça. Plus profondément, il y avait une difficulté que j'ai éprouvée presque immédiatement et ce qui, à chaque fois, m'arrêtait, parce que je ne savais jamais qu'est-ce que j'allais écrire dans le prochain chapitre. Jamais. Ce n'est pas chronologique. Il n'y avait pas de plan. Il n'y avait pas de plan. Donc, peut-être ça tourne en rond, c'est pas impossible. Moi, je pense plutôt que c'est en spirale. C'est plus flatteur, en tout cas. Mais il n'y a pas de progression comme ça, linéaire, à travers une vie, c'est pas ça. C'est plutôt des cercles concentriques, je dirais. Et plus profondément, la difficulté, c'était que je me posais toujours la question de qui ça peut intéresser. Parce que c'est une vie particulière. Et en même temps, c'était l'époque où je me suis pas mal intéressé à la philosophie de l'histoire, et j'ai lu pas mal d'auteurs, bon, Hegel évidemment, ça c'est le béaba, mais aussi des auteurs comme Croce et d'autres. Toute cette problématique de l'universel et du particulier. Alors, vous vous rappelez peut-être que dans la poétique d'Aristote, Aristote écrit que l'histoire est un genre inférieur. Enfin, il ne le dit pas avec ces mots-là, mais c'est ce qu'il dit. Que le genre supérieur, c'est la poésie, ce qu'il appelle poésie, c'est-à-dire l'épopée, la tragédie. Pourquoi? Parce qu'elle accède à l'universel, ce que Aristote appelle l'universel. Tandis que l'histoire est toujours dans le particulier, ce qui est absolument exact. C'est-à-dire que l'histoire qui ne fait pas du particulier, elle devient autre chose. Un historien qui procède uniquement par abstraction et par affirmation totalement universelle, extraite du temps et de l'histoire, ce n'est plus un historien, c'est un philosophe. Même si on généralise, même si on fait de l'histoire sociale à très grande échelle, ou de l'histoire politique, vous êtes quand même enfoncé dans une époque particulière, un pays donné, une chronologie dont on ne pouvait pas faire autrement. Et alors, c'est cette antinomie qui m'a beaucoup intéressé et que j'ai essayé de résoudre, c'est un peu paradoxal, sur le cas de mon père.
Peut-être je pourrais en dire un petit peu après. Pourquoi? Bien, en fait, les historiens le savent. C'est-à-dire que lorsqu'on s'intéresse à quoi que ce soit en histoire, ce quoi que ce soit doit faire sens. S'il n'y a pas de sens à ce que vous écrivez, il vaut mieux reposer sa plume tout de suite. Si vous commencez à compter les chaises de cette salle telles qu'elles étaient là peut-être il y a 20 ans, ça n'a strictement aucun intérêt si vous ne prêtez pas un sens à ce comptage. Et pareil pour les gens qui sont là. Il faut qu'il y ait un sens, sinon on s'éparpille et l'histoire s'atomise en des grains de sable qui ne veulent plus rien dire, ça fait un tas. Donc personne n'écrit des tas, bien sûr, mais ce danger existe, et si l'historien n'a jamais ressenti ce danger et ne s'est pas posé la question, à mon avis, ça ne sera pas un très bon historien, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que l'insignifiant. Et l'insignifiant, c'est grave. C'est là que pointe l'épée d'Aristote. Attention. Or, finalement, lorsqu'on s'intéresse à une vie, et peut-être particulièrement à une vie ou à une personne, forcément on est dans le plus particulier qui soit, puisque c'est la personne humaine, et en même temps, on comprend que derrière cet homme, et pas derrière, mais dedans, indissoluble de lui, il y a des cercles concentriques, qui sont son groupe, sa génération, les gens qu'il a connus, toute une époque peut-être, tout un pays, le monde entier, et même l'histoire de l'humanité depuis ses débuts. Universelle. L'histoire universelle est un mythe, personne n'a jamais écrit de véritable histoire universelle, parce que c'est presque impossible à faire. Mais il faut savoir que c'est un mythe qui existe depuis l'Antiquité, et qui a eu des belles époques quand même, au XVIe, notamment au XVIIIe, XIXe siècle. Maintenant on parle d'histoire globale, enfin, c'est toujours là l'histoire universelle. Et en fait, c'est ce jeu et cette tension entre le particulier et l'universel qui est passionnant. Je pense que si on écrit une biographie, c'est ça aussi qui doit apparaître. Sinon la biographie sera ennuyeuse. Ou bien elle sera fantaisiste, parce qu'on va inventer des tas de choses et qu'on a oublié justement le concret, le particulier. Justement, j'aimerais lire quelques lignes de l'épilogue qui sont justement consacrées à cette filiation entre un fils et son père et qui touche à l'universel. Le retour du fils prodigue, se rappelle-t-on les mains du père, de ce vieillard si vieux qui, sur la toile célèbre de Rembrandt et conformément à la parabole de l'Évangile, bénit son fils après que celui-ci, repenti et pardonné, est rentré au bercail au terme d'une vie d'errance et de dissolution, et qui s'est agenouillé devant son père, montrant ses pieds nus et crasseux. Et ainsi, toute la paix que dégage cette scène, malgré le drame qui la secoue, tient-elle à ses mains qui s'accordent sans se toucher, se complètent, s'allient, et ce sont elles, ces mains, qui restaurent le lien interrompu entre le Père et le Fils, entre Dieu et l'homme, autrement dit tout l'édifice du monde, et qui prête enfin un sens à toute chose, à toute vie, à toute histoire, jusqu'au errement de la chair et de l'esprit, par ce don suprême qu'est la bénédiction. J'eusse aimé goûter la même paix avec mon père, comme j'eusse aimé, et c'est le même regret qu'il l'eût connu de son vivant. J'aimerais bien que vous me parliez un peu de ces... D'accord. Alors, il y a évidemment des consonances religieuses, puisque c'est la parole de l'Évangile, c'est la parabole de l'Évangile, que tout le monde connaît, je pense, même sans avoir lu l'Évangile, celle de l'enfant prodigue, donc vous connaissez l'histoire. C'est ce qui est très frappant dans la toile de Rembrandt, qui se trouve à l'Ermitage. Enfin, il a fait plusieurs toiles, mais c'est la plus connue, celle. C'est qu'il fait un geste de bénédiction, c'est conforme à la parabole, bien sûr, mais c'est ce moment-là qu'il choisit. Ce n'est pas le moment du veau gras, ce n'est pas autre chose, c'est le moment où le fils s'agenouille devant son père, qui impose ses mains. Alors ça, c'est un geste chrétien, parce qu'on ne sait pas très bien, je crois, comment faisaient les Hébreux. Mais le mot bénédiction existe bel et bien dans l'Ancien Testament, hein, bien sûr, puisque Adam et Ève déjà sont bénis par Yahvé. Et après quoi, il y a la bénédiction d'Abraham, et puis il y a la bénédiction de Jacob, la fameuse, puisque Jacob vole la bénédiction de son père Isaac. Et puis il y a la bénédiction, cette fois ritualisée, qui est soufflée par Yahvé à Moïse, qui lui dit comment il va bénir tous ses descendants, et le peuple, et Israël, de façon générale. Donc la bénédiction est tout à fait centrale
dans cette parabole de l'Évangile. Alors pourquoi est-ce que j'ai terminé par ça? Pas seulement parce que j'adore ce tableau et que j'adore cette parabole, c'était aussi pour des raisons personnelles. Et justement, je crois que ce moment particulier, puisque finalement Rembrandt a peint des personnages réels, qu'il a dû prendre comme modèle, je ne sais pas où il les a piochés, où il les a imaginés, hein, dit énormément de choses. Hein, puisque derrière, il y a toute la bénédiction du peuple hébreu là-dedans. Et plus que ça, puisque maintenant c'est l'Évangile. Donc on est déjà dans quelque chose d'autre. Et pourquoi la bénédiction? Alors la conclusion, puisque c'est l'épilogue en effet du film, elle reprend de façon un peu, c'est peut-être pas si évident que ça, ce que j'ai mis en exergue, c'est-à-dire une citation de la lettre aux Éphésiens de saint Paul, où il dit « Aujourd'hui je plie mon genou devant le Père de toutes les paternités ». D'ailleurs, c'est l'idée du père des pères. Paternité ici veut dire famille, en fait. J'ai un peu joué sur le mot. C'est-à-dire que je me suis toujours demandé pourquoi dans le judaïsme, le rôle du père est aussi fort. Quel est ce rôle, en réalité? Quel est-il? Ben, il est le même que pour tout le monde entier, bien entendu. Et par exemple, les psychanalystes aussi le savent très bien. C'est le rôle de transmission. C'est-à-dire qu'à travers le père passe quelque chose d'absolument fondamental. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose? C'est la loi. On répondra à peu près à tout le monde. Et donc, cette conclusion, elle répond à l'exergue. Par ailleurs, donc parce que le fils prodigue s'agenouille devant son père, sur la toile de Rembrandt. Donc ça répond à ça. Et l'idée qui est exprimée là-dedans, c'est que c'est un ordre du monde. Que si la transmission s'arrête, c'est une catastrophe. On peut le lire de façon religieuse, c'est la mienne. On peut aussi le lire autrement, probablement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une lecture moins religieuse de ceci. Mais c'est un ordre du monde. Et pourquoi est-ce que j'ai conclu par cela? Parce que je me suis toujours demandé, et c'est ça en fait la substance du livre, qu'est-ce que ça voulait dire que le judaïsme de cet homme qui avait apostasié son judaïsme? Qu'est-ce que finalement il en était resté? Puisqu'il n'y avait plus rien, il n'y avait que la Russie, Tolstoï, Dostoïevski, un tas de choses comme ça, mais il y avait une façon de sacraliser les textes, les écrits, ses gestes et tout ce qui l'entourait, qu'on avait l'impression, et je dis ça bien après coup, qu'à certains moments, il se sentait prêtre d'une religion qu'il ignorait. Je pense que si je lui disais ça maintenant, ça ne marcherait pas. Il se mettrait en colère, il ne se voyait pas du tout prêtre. Mais néanmoins, c'est ainsi que ça apparaissait. Et donc c'est ce problème de la transmission, et donc l'enfant prodigue, qu'est-ce que c'est? C'est l'enfant qui est parti, qui est revenu. Et donc la transmission revient. Chez mon père, je peux le dire, elle ne s'est pas très bien faite avec ses fils, justement parce qu'il n'y avait aucune verticale au-dessus de lui. Parce que la loi qu'il transmettait, il ne savait pas quelle était cette loi. Ce qu'il avait lui-même avait pris ses distances avec la religion juive. Oui, je sais, pour le peu de choses que mon père vous avait racontées, que la pratique religieuse était faible dans la maison et venait surtout de la grand-mère. Enfin, ma grand-mère, la mère de mon père, n'est-ce pas? Et que son père, déjà, homme d'affaires, déjà bien intégré, allait à la synagogue. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure on observait les interdits alimentaires ou ce genre de choses. Je sais quand même qu'il y avait la fréquentation de la synagogue. Et donc, ça a dû commencer à s'affaiblir, et ça s'est complètement interrompu avec mon père, qui avait apostasié et qui était devenu orthodoxe. C'était ce qu'on appelait une conversion cynique, c'est-à-dire pour pouvoir fonctionner librement dans un empire où la discrimination religieuse existait encore, s'inscrire à l'université, etc. Or, dans le monde du judaïsme, et je pense pour des gens qui n'étaient pas sortis du shtetl depuis si longtemps que ça, et ça je suis incapable de reconstituer, mais ce n'était pas plus de 2-3 générations, l'apostasie et la rupture avec ce monde-là se payent cher, forcément. Ça ne veut pas dire que c'est forcément tragique, mais ça laisse des traces. Et je crois que ces traces, je les voyais très bien chez mon père,
dont il y avait des épisodes, par exemple, qu'il n'aimait pas beaucoup évoquer, c'est justement ce moment de crise avec sa famille. Et lorsqu'il l'évoquait, il essayait de se valoriser là-dedans, mais je sais aussi que c'était quelque chose qui avait été un objet de souffrance. Et donc, l'entrée en jeu du livre où je parle de bénédiction et de malédiction, et la conclusion du livre sont une réflexion là-dessus, en fait. C'est-à-dire comment un juif complètement laïcisé, complètement intégré dans la société russe d'alors et décalé dans la société française, a été finalement poussé à reconnaître son judaïsme passé par l'occupation, puisqu'en ne se déclarant pas juif, il savait qu'il était juif, hein, il ne pouvait plus oublier ça. S'il a dit aux policiers et aux Allemands qu'il n'était pas juif, il savait qu'il mentait. Auparavant, il aurait pu, dans la société française, jouer sur une certaine ambiguïté. Quelle importance ça? Ça n'a aucune importance. Mais pendant l'occupation, oui. Et donc, la transmission du judaïsme s'est arrêtée en lui, et c'est pourquoi l'héritage qu'il nous a laissé était extrêmement lourd, parce que chargé de sacralité, chargé de devoirs, de lois, dont on ne comprenait absolument pas le sens. Voilà à peu près en quelques mots ce que je pourrais dire. Parlez-nous un peu de votre mère. Quelques pages qui sont consacrées, mais vous évoquez assez brièvement votre mère. Vous écrivez que votre mère gardait les pieds sur terre et dans notre famille représentait clairement le principe de réalité. Oui, c'était à peu près ça. C'est-à-dire que là, on est dans des explications plus normales, enfin plus banales. D'abord, elle était beaucoup plus jeune que lui, donc elle connaissait beaucoup mieux la France, elle était parfaitement bilingue, totalement bilingue, c'est-à-dire qu'elle commençait une phrase en russe et elle terminait en français, et inversement, et sans se rendre compte quelle langue elle parlait. Elle n'était pas du tout croyante ou quoi que ce soit, elle venait d'une famille karaïte, si ce mot vous dit quelque chose, donc une secte judaïsante dont on ne connaît pas très bien l'origine, mais qui avait habité la Crimée, et qui s'est plus ou moins perdue maintenant, il y a presque plus de karaïtes. Mais elle ne pratiquait plus du tout, même ses parents déjà ne pratiquaient plus. Et principe de réalité, ça veut dire que justement, dans sa position un peu inférieure dans la famille, puisque c'est mon père qui représentait l'autorité, la loi, etc., en réalité, c'est elle qui avait en charge tout le côté pratique des choses. C'est des choses qui arrivent d'ailleurs assez fréquemment, et aussi d'ailleurs dans les familles juives, hein. Surtout dans celles où le père s'adonne complètement aux Écritures. Il y avait un petit aspect de cela. Hein. Mon père se disait intellectuel, il n'était pas plus intellectuel qu'elle, il était aussi, lu autant de livres, mais c'était un peu son rôle. Il était incapable de planter un clou, ce que ma mère pouvait parfaitement faire. Et il y avait dans cette distribution des rôles et aussi dans la façon dont il la considérait, quelque chose qui m'avait énormément intrigué et que j'ai retrouvé plus tard dans d'autres familles, ici ou là, à Londres même, enfin en Russie beaucoup plus, c'est-à-dire les unions entre juifs et non-juifs. Et quelque chose qui lui est venu surtout avec l'âge, c'est le mépris juif pour les goïs. Il faut appeler les choses par leur nom. Et alors là, c'est aussi quelque chose que je voudrais ajouter, après tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'appartenance au peuple élu, lorsqu'elle quitte ses fondements religieux, puisque les fondements religieux du peuple élu ne signifient pas que ce peuple a été élu de naissance. Il n'a rien élu au départ, ce peuple-là. Au contraire, il ne fait que des bêtises, il ne fait que commettre des sacrilèges, il s'adonne au paganisme, ce sont des affreux. Et donc c'est par l'élection divine qu'ils deviennent élus et qu'on en fait un peuple de prêtres. Ce n'est pas par leur qualité naturelle. Tandis que si on quitte la religion, dans le judaïsme, l'idée de peuple élu a tendance à rester comme une sorte de matrice vide, inconsciente très souvent, parce que ce sont des gens normaux et braves, ils ne vont pas me dire je suis supérieur à vous parce que je suis juif, personne ne dira ça, évidemment. Hein. Mais la matrice est là. La matrice est là. Mon père disait, il y avait des plaisanteries très classiques, très courantes, tout le monde les dit, hein. Mais il faut quand même réfléchir à ça.
Il disait, lorsqu'un juif est un imbécile, c'est le plus grand imbécile de tous. Plaisanterie classique de juif. Ça veut dire qu'on est quand même les meilleurs, même pour être con, on est les meilleurs quand on est con. Donc il y avait l'expression Yiddische Kopf, hein, en yiddish, des petites choses comme ça. Et donc ce sentiment d'appartenance à un peuple de prêtres élus, je crois fondamentalement, réellement, c'est quelque chose à prendre en compte et à nommer par son nom. C'est quelque chose qu'on ne trouvera pas dans l'Ancien Testament. C'est quelque chose qu'on trouvera chez les gens qui quittent le terrain religieux et qui vont se croire supérieurs pour des raisons diverses qui vont peut-être explicitées, mais qui en réalité sont des raisons religieuses apostasiées. Votre père aurait-il réagi à la lecture de votre livre? Est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, j'y ai pensé. C'est-à-dire que je pense que quand on a eu un rapport très fort avec son père, il y a une période de souffrance, etc., où on passe son temps à dire qu'est-ce qu'on aurait voulu lui dire et qu'est-ce qu'on aurait voulu lui poser comme question. Alors, maintenant, non. Quand j'ai écrit le livre, non, c'était plus le cas. C'était déjà trop loin. C'est-à-dire que j'ai écrit le livre en entière liberté. Je n'ai pas écrit ça pour lui faire plaisir, et je n'ai pas pensé à ce qu'il me répondrait. En répondant à cette question, je dirais qu'il me prendrait pour un fou. Je dirais que tout ça, c'est pas lui, ça ne correspond à rien du tout. Il y a des choses qu'il aurait reconnues quand même, bien sûr, puisqu'il y a quand même des choses concrètes et réelles, ce qui s'est passé pendant l'occupation. Il y a des questions peut-être sur lesquelles je suis intrigué, que j'aimerais bien qu'il me donne une réponse. Alors, j'ai une interprétation, mais c'est une pure interprétation. Pourquoi il s'est fait écrire dans son passeport Jacques Jacob? C'est extrêmement intriguant. Pourquoi les deux prénoms, Jacques et Jacob? Eh bien, je crois qu'il voulait garder une ambiguïté. Parce que, bien sûr, en russe, Jacques, c'est Yakov, il n'y a pas d'autre choix. Et lorsque un juif portait ce nom, il n'y avait pas de problème, parce que la variante russe, c'était de toute façon celle-là. De la même façon, chez les Américains aussi, hein, ça s'appelait Jacob, non, chez les Américains, non, justement. Et donc en France, vous avez Jacques et Jacob, il a dû hésiter, et probablement, lorsqu'il a fait, en 24, lorsqu'il a fait sa déclaration à la police, il a dû vouloir garder les deux prénoms, c'est-à-dire un prénom christianisé et un prénom juif. Donc ça, c'est une question que je voudrais bien lui poser. Il y en a plein d'autres, mais de type très concret. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'ils observaient les interdits religieux, les interdits alimentaires à la maison? Qu'est-ce que c'était que cette synagogue? Quand est-ce qu'il y allait? Qui était le rabbin? Enfin, ça serait des questions comme ça, que je ne voulais pas lui poser à l'époque. D'abord, je n'y pensais même pas, et d'autre part, quand on est écrasé par un père, on ne pense pas lui poser des questions. Est-ce que son athéisme qu'il affirmait était réel, ou est-ce qu'il était dans les tréfonds, il avait une dimension religieuse et il croyait en Dieu? Non, c'était un athéisme très, disons, très commun dans l'Europe du début du XXe siècle, et c'est très comparable à ce qu'on peut trouver dans la France encore récente, je dirais. Hein, les Juifs d'Alsace, de Paris, complètement laïcisés, qui ne pratiquent plus du tout, qui sont totalement sceptiques sur le plan religieux. Je ne sais pas quels exemples je pourrais trouver de gens. Raymond Aron, je pense, probablement. Mais je ne sais pas. J'en connais peut-être d'autres, mais je ne vais peut-être pas les citer maintenant parce qu'ils sont vivants. Mais c'est un athéisme, je dirais, non pas militant, mais très offensif. C'est-à-dire, mais ça c'est l'époque, je n'étais pas seul comme ça. Dans un pays où, comme la Russie, où la présence de l'Église était quand même assez importante, mais très mauvaise dans les milieux intellectuels, parce que l'Église était très décriée, où par ailleurs la présence de cette Église était aussi obligatoire dans tout un certain nombre de pratiques, de rituels, de serments, enfin, je ne sais pas, même à l'armée, Dieu, il faut parler de Dieu, etc. Donc tout ça est très très présent. Le rejet de la religion était peut-être, je dis bien peut-être, plus fort dans l'intelligentsia russe qu'en Europe occidentale. C'était une rupture très radicale,
très très forte, depuis les années 1860-70. C'est vraiment toute la fin du siècle. Lui, il appartenait un peu à ce monde-là. Et alors, c'était le monde scientiste. Alors, est-ce qu'il reste le monde scientiste, c'est-à-dire la vérité scientifique, la science est toute puissante. Bon, tout ça est très connu, hein. Darwin, bien sûr, qui a connu une vogue en Russie, mais absolument extraordinaire. On l'a connu partout, mais en Russie, c'était un véritable dieu. Et alors, la question, est-ce qu'il lui restait quelque chose de religieux? Je dirais la religiosité, mais non pas religiosité où il croyait un être suprême, absolument pas. Il était totalement matérialiste, entre guillemets, si ce mot signifie quelque chose. Mais dans sa façon quasi religieuse de parler, par exemple, de la vérité, de l'objectivité. Il y avait une vérité tellement forte et tellement illuminante, tellement puissante, qu'il fallait être un imbécile pour ne pas se rendre à cette vérité. Alors comme lui-même se sentait porteur de cette vérité, c'était évidemment un message assez fort, mais aucune foi de quelconque espèce. C'était vraiment ces générations de juifs qui avaient complètement rompu avec la croyance en Dieu. Avant de passer aux questions, M. Gavrilovitch, j'aimerais savoir quels sont vos projets futurs. Est-ce qu'il y aura quelque chose de très différent, de nouveau? Alors j'ai l'habitude d'écrire, comme vous avez dit, sur le XVIIIe, XIXe siècle, la noblesse, les élites, l'école, les universités, des choses comme ça. J'ai un projet que j'espère réaliser, en tout cas le contrat est signé, et qui est vraiment très différent de ça, mais pas entièrement. C'est une biographie de Tolstoï. C'est différent parce que ce n'est pas exactement la même période, et parce que je n'ai jamais écrit de biographie, et aussi parce que pour s'attaquer à Tolstoï, il faut avoir une bonne dose d'inconscience. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait ça. Parce que c'est un personnage énorme, mais c'est un projet qui m'intéresse parce que, d'abord parce que lui-même a été terriblement sacralisé, c'est la raison principale qui m'a poussé vers lui, que je vais évidemment le désacraliser, ça c'est inévitable, hein, sans, je ne vais pas le traîner dans la boue, mais il faut le désacraliser. Ça a été fait, plus ou moins, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Il faut quand même comprendre que c'est un personnage qui a créé une religion, le tolstoïsme. C'est une véritable religion, dont les traces, encore aujourd'hui, sont très fortes dans le monde. Il y a encore des gens qui se prétendent tolstoïens. Si on ne connaît pas encore, personne n'a encore ramassé dans un livre, dans plusieurs livres, dans 10 livres, toutes les traces qu'il a laissées dans le monde. Tous les gens qui lui ont rendu visite. Comment? Excusez-moi, c'est une religion ou une morale? Lui croyait que c'était une religion. Pour moi, ça n'en est pas une, parce qu'il n'y a plus de transcendance. Enfin, il y en a une, mais c'est une sorte de naturalisme. C'est un Dieu qui est présent dans la nature et qui a transmis une morale qu'on peut lire en quelque sorte, on ne sait pas où, trop où, mais en tout cas dans la nature, et dans l'Évangile, mais l'Évangile n'est pas une parole révélée. Donc si ce n'est pas une parole révélée, évidemment, c'est un tout autre Dieu que le Dieu chrétien. Et donc voilà la biographie de Tolstoï, et puis je rêve quand même de continuer à faire de l'écriture sans notes, pas marginale. Et bon, je ne sais pas. Alors je me posais la question, est-ce que je n'oserais pas essayer de faire un portrait, encore un portrait, de l'école primaire française, celle qu'on appelle l'école de la République. C'est assez à la mode actuellement. Madame Mona Ozouf a fait un très beau livre là-dessus, donc je ne sais pas si je peux le faire aussi de mon côté. Peut-être je le ferai d'une autre façon, je ne sais pas. Voilà. Merci. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que vous parlez de religion, là, vous n'en parlez pas du tout. Vous êtes d'un milieu comme un universitaire qui n'est pas très porteur pour la religion. Donc c'est étonnant que vous en parliez. Parce que... C'est étonnant que vous en parliez de la religion, parce que si vos pères n'en parlaient pas, le milieu universitaire en France n'en parle pas du tout. Donc c'est étonnant que vous en parliez même publiquement. Ah oui. Et puis dans un livre. Donc ça touche des choses assez intimes que vous n'avez pas forcément envie de divulguer. Moi j'ai des amis qui sont aussi... les gens pas pratiquants du tout, d'un coup, même dans des études universitaires, ils ne viennent pas aux religions juives, alors que leurs parents, juifs ou russes, pas du tout. C'est assez étonnant de voir cette espèce de retour. D'où vient-il, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus, évidemment. Mais ce que je peux dire, c'est que d'abord, il y a quand même un phénomène qui a été très bien décrit
sur ces différentes générations, c'est le phénomène des petits-enfants. C'est-à-dire que les petits-enfants retrouvent les grands-parents. Et alors, quand il y a eu une véritable rupture entre deux générations, les générations suivantes, assez fréquemment, essaient de renouer avec les générations antérieures. Je ne dis pas que j'ai fait ça. D'ailleurs, je ne vais pas à la synagogue. Donc, c'est déjà un élément de réponse. C'est-à-dire que l'athéisme, pardon. Vous connaissez bien la Bible, le Nouveau et le Testament. Non, oui. Même historien, vous n'êtes pas obligé. Si, c'est obligé. Je crois que si on s'occupe de culture, quelle qu'elle soit, enfin dans l'Europe chrétienne, en tout cas jusqu'au XIXe siècle compris, on ne peut pas se passer de ça. Vous ne pouvez même pas lire les tableaux. La majeure partie de la littérature même, échappe presque, en grande partie en tout cas, à la compréhension. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais commencé avant. Maintenant, pour le reste, je ne sais trop quoi dire, c'est-à-dire, de toute façon, la conversion est une grâce. Donc, c'est tout. C'est tout. Par quoi ça vient, par où, comment, on ne sait pas trop. Profondément, je crois quand même qu'il y a un fond de religiosité enfin, il y a un besoin de croire dans l'être humain, dans l'humanité. Et ça, je l'ai moi-même ressenti à plusieurs reprises. Et ensuite, ça peut se perdre, ça peut ne pas avoir de suite, ça peut se réaliser, enfin, là, tout est possible. Mais il me semble que la question, en tout cas, de la foi, se pose presque nécessairement dans la vie d'un être humain, même si c'est quelques jours pendant son enfance. Mais il me semble que c'est à peu près inévitable. Autre question. Votre père, quelles étaient les opinions politiques de votre père? Était-il communiste, sympathisant communiste? Il était rentré en URSS? Oui, c'est une très bonne question. Non, il n'était pas du tout sympathisant communiste. Alors, dans sa jeunesse, il avait dû être... alors, c'est peut-être difficile de reconstituer. En tout cas, il était d'obédience libérale, comme on disait en Russie de l'époque, ce qui voulait dire de gauche, quand même. En tout cas, jusqu'à la révolution de 1905 et même après, donc probablement jusqu'en 17, ça voulait dire très opposant au régime des tsars, à la monarchie russe. C'est ça que ça voulait dire libéral, et ça voulait dire aussi attaché au libéralisme politique, essentiellement, parce qu'on pensait surtout à ça à l'époque, c'est-à-dire un régime parlementaire, le respect des droits de l'homme, et ainsi de suite. C'est-à-dire le programme de l'opposition libérale de 1905. Il avait probablement une tendance un petit peu socialisante, mais non radicale. Alors, il avait raconté, mais ça, là-dessus, j'aimerais bien l'interroger aussi, c'est difficile. Il avait raconté qu'en 1905, non, c'était pas en 1905, si, en 1905, il avait encouragé les ouvriers de son père à faire grève. C'était pas très sympathique pour son père. Mais il l'a raconté de façon très neutre, c'est-à-dire ni hostile à son père, ni comme une facétie de jeunesse. Donc il y avait ce côté-là. Quand il était plus âgé, il lisait très régulièrement le Courrier socialiste, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un bulletin qui était publié par les mencheviks aux États-Unis, et qui était une des meilleures sources d'information sur l'URSS de cette époque-là. Oui, c'était les vieux mencheviks qui connaissaient bien la musique, bien sûr, et qui publiaient ça, je ne sais plus dans quelle ville, mais c'était imprimé en russe aux États-Unis. Non, il n'avait aucune sympathie communiste, c'était très anti-communiste, y compris en France, par exemple, et ça lui a fait une peine terrible de voir que ses fils s'engageaient dans cette voie. Parce que moi-même et mes frères, on avait un peu tâté du Parti communiste. Donc ça avait été sujet de drame et de disputes sans fin. Il suivait de près l'actualité, aussi bien soviétique que française? Alors soviétique, bien sûr, mais pas de si près que ça. À part le Courrier socialiste, et bien le journal, il y avait les dernières nouvelles, Poslednyi Novosti en russe, c'est-à-dire l'ancien journal de Milukov. Mais Milukov était mort depuis longtemps, enfin, de mon temps en tout cas. Et ça, c'est ce qu'il préférait. Puis, oui, je crois que c'est jusqu'à sa mort, c'était encore publié. Parce que c'était le journal, disons, justement libéral, par rapport à la pensée russe qui était réputée plus monarchiste à l'époque.
Il y avait 2 journaux émigrés. Et puis le courrier socialiste, comme je vous dis. Et sinon, pour la France, il achetait très religieusement et régulièrement Le Figaro le matin et Le Monde le soir. Il respectait les 2 journaux. Je crois que politiquement, il ne comprenait pas vraiment que Le Monde était de gauche. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être moins de gauche à l'époque qu'aujourd'hui. En fait, il était bien de gauche déjà. Mais il ne le sentait pas vraiment. Il n'était pas anti-gauche d'ailleurs, il était anti-communiste. Tout le reste était bon, à peu près. Du moment qu'on était dans le cadre de, disons, de la droite libérale, de la gauche libérale, la gauche parlementaire. Vous parliez à la fois russe et français à la maison, comment ça se passait? Avec lui, il fallait parler russe parce que c'était le russe et qu'il parlait un français avec un fort accent et avec quelques fautes. Pas très graves, mais il y en avait quand même. Et il n'écrivait pas très bien non plus d'ailleurs. Avec ma mère, c'était selon. C'était complètement mélangé, mais avec lui, c'était toujours le russe. Et donc, il y avait chez lui cette chose qu'on trouvait chez tous les émigrés, c'est-à-dire perpétuer la culture russe, transmettre la langue, et ainsi de suite. Alors, à la différence de beaucoup de familles, comme j'ai vu plus récemment, il a réussi, enfin, je ne dis pas à rendre ses enfants heureux, ça j'en sais rien, mais en tout cas, il a réussi à transmettre tout ça, parce que le poids était énorme. Et donc, réellement, il a réussi à nous inculquer ce russe, ce qui n'était pas une façon de tracer un périmètre autour de la famille et un périmètre, disons, frileux et hostile au monde extérieur. Non, pas du tout, parce qu'il voulait au contraire qu'on réussisse, etc. Mais ce qui entrait en contradiction. Donc il y avait 2 mondes, il y avait ce monde russe, que personne d'autre ne connaît. Vous fréquentez une école ou un collège russe? Non, pas du tout. C'était justement l'école républicaine, Jules Ferry, dans une banlieue qui s'appelait Suresnes. Donc le russe, c'était la maison. Et j'ai trouvé ça très, très bien comme ça, d'ailleurs. Parce que, en réalité, on fréquentait très peu les émigrés parce que mon père avait perdu ses contacts pendant la guerre, essentiellement. D'abord parce qu'il s'est installé en banlieue, et ça c'est matériel. Mais il y avait d'autres raisons, c'est que ses amis juifs, la plupart, certains ont fui, ont réussi à fuir en Espagne, aux États-Unis. D'autres étaient morts en camp, étaient envoyés dans les camps. Et donc ça c'est... Moi je ne les ai même pas connus, je ne sais même pas qui c'est, on parlait parfois. Il y en a d'autres, et puis les autres milieux d'émigration, ils ne les aimaient pas tellement. Pourquoi, je n'en sais rien, mais il y avait toujours une attitude assez ambivalente vis-à-vis de l'immigration. Je pense que ce qui s'est passé, on décrit ça très bien dans certains livres d'immigrés, dans les mémoires,
C'est-à-dire que des gens qui étaient habitués à un milieu donné, à Saint-Pétersbourg, à Moscou ou ailleurs, quand ils se retrouvaient à l'étranger, ils pouvaient, à la rigueur, pendant quelque temps, conserver un reste de ce milieu, mais en général, c'était beaucoup trop rétréci pour qu'ils continuent comme ça longtemps. Et donc, ils commençaient à devenir moins regardants et à construire d'autres milieux. Et donc, une vie communautaire beaucoup plus large, si vous voulez. Donc, on fréquente, pour ceux qui allaient à l'église, bien sûr, orthodoxe, c'est l'église. Pour d'autres, c'était, par exemple, le consulat qui organisait, après le dégel, à partir de 1956, des fêtes où venaient des immigrés. Des gens qui avaient le passeport soviétique et qui vivaient en France. Il y avait toute cette vie. Ou alors d'autres structures communautaires d'émigrés. Et mon père n'aimait pas ça, je crois, ce qui montre aussi sa position assez ambivalente vis-à-vis de tout ceci. Je pense qu'il avait beaucoup d'amis juifs qu'il avait réellement perdus, justement, pendant toute cette période. Et en 1924, il est donc passeport Nansen. Non. Et sa Ah oui. Non, il est arrivé avec un passeport lituanien. Et ici, il a eu un passeport Nansen, c'est ça. Il n'a pas été naturalisé. Il n'a pas été naturalisé. Il aurait pu le faire après la libération, sans aucun problème, parce qu'il avait été résistant. Donc même on lui offrait des places, etc. Mais il fallait pour ça qu'il se fasse naturaliser. Et il n'a pas voulu, parce qu'il pensait rentrer. Il ne l'a jamais fait. Il avait gardé ça dans sa main. Vous étiez par conséquent également apatride réfugié russe. Pardon? Avant la naturalisation. Oui. Apatride réfugié. Ah mais lui, il n'a pas été naturalisé. Nous. Oui. Ah ben nous, oui, il a fallu faire. Bien sûr. Mais on devenait français automatiquement, malgré tout, moyennant une simple déclaration. Parce on était né en France. Il fallait aller au conseil de révision. Oui, c'est exact. Alors le passeport Nansen, c'était le passeport des réfugiés. Nansen, c'était le commissaire de la SDN qui a pris en charge, disons qu'il s'était énormément occupé de tous ces réfugiés, s'est déplacé, pas seulement les Russes, dans toute l'Europe, consécutif aux guerres. Les Arméniens. Les Arméniens, bien sûr. Et le statut de votre mère? Ma mère aussi. Elle a d'ailleurs attendu la mort de mon père pour se faire naturaliser, ce qui était fait sans problème, parce qu'elle vivait là longtemps, ses enfants français, donc ça s'est fait. À l'époque, il n'y avait aucune difficulté. Mais elle n'avait aucune envie de rentrer. D'ailleurs, il y avait eu un épisode assez dramatique en 1956, où après le dégel, après le rapport Khrouchtchev, il s'est dit, bon, maintenant on peut rentrer. Et il a commencé des démarches. Et alors, donc d'abord, et puis, je me rappelle très bien, il invitait, je ne sais pas trop comment, mais il y avait un employé du consulat qui voulait manger à la maison et qui bâtissait des châteaux en Espagne. Oui, vous allez rentrer à Moscou, c'est merveilleux, etc. Et pour finalement, très gêné, il a dit, ben non, finalement, ce ne sera pas Moscou. On vous propose, alors il faut trouver autre chose. Où est-ce que vous êtes né? Mon père dit, Orion. Bon, alors là, mon père dit oui, c'était une folie encore plus grande. Hein. Il accepte même ça, et finalement ça ne s'est pas fait. On lui a proposé d'aller, alors c'était à l'époque des terres vierges, d'aller dans un sauf-cause au Kazakhstan. Alors là, quand même, il a craqué. Il a dit non. Mais pour ma mère, c'était une véritable tragédie, parce que je ne sais pas qui aurait gagné des deux, mais probablement ça aurait été lui. Et donc elle aurait été obligée d'y aller. C'est pour ça aussi que je disais qu'elle avait les mains sur terre. Comme tous les émigrés de Harbin qui ont été rapatriés, nous au Kazakhstan. Ils ont voulu le retour. Oui, mais eux de force. Ah, vraiment, oui. Eux c'était de force. Ils transportaient vraiment sur des territoires complètement vierges, avec juste un peu de ciment, un peu de sable, et fait votre maison, c'était comme ça. Et une petite question, est-ce que ta mère t'a transmis des choses de tradition, de l'aspect karaïte? Non, strictement rien. 2 ou 3 mots, à peine des photos, quelques noms, oui, quelques mots, quelques noms. Et j'en ai pris beaucoup plus en rendant visite à un vieux monsieur qui est mort maintenant depuis longtemps, qui s'appelait Shishman, et qui a écrit 2 livres sur le karaïsme, et qui m'a même, mais ça c'est la catastrophe,
J'ai apporté quelques photos, il a identifié les personnages et bêtement je ne les ai pas écrits tout de suite. Sur les photos que m'avait données ma mère, justement. Les photos, oui. Qui pouvait identifier. Et oui, ils les connaissaient tous. Comme ce n'était pas un peuple très nombreux, peut-être. Êtes-vous allé en Russie, là, depuis l'ouverture, enfin? Ah oui, même avant, un petit peu. J'étais allé en 66-67, j'avais 20 ans. Et comme je faisais des études de russe, c'était normal, on envoyait les étudiants. Donc c'est là que j'ai découvert la Russie soviétique et le communisme. Pas le communisme, soviétique, disons. À Moscou ou bien... C'était Leningrad. Et j'ai vu Moscou, j'ai un peu voyagé. Et après, je suis allé 2 fois et je n'ai plus voulu y aller. Du tout. La dernière fois, c'était en 74. Je n'ai plus voulu y aller, c'était un choix. Je ne supportais plus. Enfin, d'ailleurs, j'ai très mal supporté de toute manière. Mais cette fois, je me suis dit, ça suffit. Parce que j'avais l'impression vraiment de visiter une prison. Du moins dans les milieux que je fréquentais. Les gens ne parlaient que d'immigrés et ils me regardaient comme un homme libre, venant d'un pays libre, et qui plus est riche, donc disposant de biens. Ils ne me regardaient pas avec envie, parce que c'était des gens bien, normaux, mais c'était absolument insupportable. Et je regardais toujours avec beaucoup de suspicion les Occidentaux qui allaient dans ce pays, et avec beaucoup de bonheur, en disant qu'est-ce qu'on est bien accueilli, etc., etc. Alors donc, c'est des gens qui soient, comment dire, de rester qu'à un côté totalement superficiel des choses, soit avaient des intérêts là-dedans. Il faut bien appeler les choses par leur nom. Parfois, une logique quelconque qui faisait qu'ils avaient un intérêt à y aller. Et en effet, je suis allé assez régulièrement après 91. Je suis arrivé juste après le putsch, la première fois. 74 aussi, la 91? Non. Aucun séjour. Okay. Alors, par la perestroïka, j'aurais pu y aller, mais je n'avais pas envie encore. Je ne sais pas pourquoi. Encore qu'il y avait bien des raisons d'y aller, hein, c'était passionnant ce qui se passait. Mais quand même, il y avait quelque chose qui m'arrêtait. Et j'avais programmé mon voyage en 91, juste avant le putsch, en fait. Quand même, là, je m'étais décidé à y aller. Je ne savais pas qu'il allait y avoir le putsch et que le régime allait tomber. Et je suis arrivé le jour même de l'enterrement des 3 victimes. Voilà, c'est une question qui n'a rien à voir, mais vous qui êtes historien, on parle beaucoup de ce que les nazis ont fait, pas seulement aux Juifs, mais pas tout le monde. On ne parle pas toujours de ce qui s'est passé en Russie, qui n'était pas toujours très gentil. Les goulags et puis les partis goulags, hein, je veux dire, c'était souvent. On cache beaucoup, même à l'Ouest. Ça n'a pas le même poids, disons. Pourtant, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'horreurs. Oui, vous avez raison, mais je pense qu'on l'a. Ça a surtout été caché. D'ailleurs, en fait, la vérité, toujours, enfin la vérité, disons des choses vraies et non mensongères sur le goulag, ont toujours été publiées depuis longtemps. Mais ça avait une audience assez limitée. On peut dire que maintenant, ça a quand même passé là-bas, largement. Mais le débat ou, disons, les interdits, les tabous se déplacent sur d'autres terrains. Par exemple, chez les Russes, là-bas, j'en ai eu même une expérience tout à l'heure, à mon avis, c'est pas un tabou, mais c'est l'idée que maintenant il faut oublier. On en a suffisamment parlé. Et donc c'est tout. Maintenant on tourne la page. Ce que je dis là, je ne l'invente pas. C'est l'association Mémorial, dont je connais pas mal de membres, qui a travaillé beaucoup là-dessus. Ils font leur autocritique, si on peut dire. Ils disent qu'on s'est complètement trompé. On pensait que c'était acquis et définitif. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est ni acquis ni définitif. Et pour une grande masse de la population, et ça apparaît bien dans les sondages et ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut carrément oublier. Donc là vous pouvez peut-être avoir raison. Et dans le monde occidental, ça se déplace aussi sur d'autres terrains. C'est par exemple que la comparaison nazisme, soviétisme, communisme soviétique, etc., ou bien Hitler-Staline, qui était normale à différents moments, chez Hannah Arendt par exemple, évidemment, mais chez d'autres auteurs, elle a de nouveau été partiellement ostracisée, et elle n'est pas évidente. Alors, elle n'est pas évidente du tout, de toute façon, bien sûr, puisque ce ne sont pas les mêmes régimes. Mais là, que l'exercice de cette comparaison soit tout à fait légitime, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très évident aujourd'hui. C'est aussi une tendance, je dirais, de l'historiographie. Un peu ce que je disais tout à l'heure, l'historiographie savante. On ne compare pas ce qui n'est pas comparable.
Ce sont des régimes différents, donc c'est tout, on ne compare pas. Mais si on veut vraiment écrire une histoire du XXe siècle, je crois, moi, qu'il faut comparer. Il faut mettre ces monstres ensemble quelque part, à certains moments. Et donc, ce qu'ont écrit certains historiens est parfaitement légitime, je crois. Même Noll, c'est quand même sa correspondance avec Furet, c'est quelque chose d'important et qu'on ne peut pas jeter comme ça à la poubelle. Moi j'étais étudiant en 2008 à ma retraite, en polonais à Paris 4. On nous a fait lire un livre de Tadeusz Borowski, qui est un écrivain polonais, qui a écrit sur les camps, parce qu'il y a été à Auschwitz. On nous a obligé à lire aussi Erik Brudzinski, qui est un écrivain polonais, qui a écrit sur ce qui s'est passé en Russie, où il a été pris dans un camp, où c'était des horreurs aussi, pour voir justement un peu ce qui se passait de l'autre côté. Mais le bouquin avait été interdit en France, il a été traduit en anglais, mais c'est Camus qui a réussi à le faire imprimer en France. Donc on pense que c'est un peu l'intelligence un peu communiste en France qui était un peu contre faire paraître ce qu'il y avait comme horreur dans du côté... Il y a eu aussi l'exemple de Margaret Buber, qui a tâté des deux camps et qui comparait les deux systèmes. Excusez-moi, je débite votre livre. Avez-vous constaté un décalage entre le russe que vous parliez à la maison et celui que vous avez entendu en allant en Russie, oui, en URSS et en Russie? Oui, bien sûr. Même encore maintenant, bien que je suis pas mal allé dans le pays, même encore maintenant, on dit que j'ai une langue qui n'est pas exactement ce que parlent les gens maintenant. C'est une langue un peu ancien régime, un petit peu. Forcément. Écoutez, merci pour ce petit moment très intéressant passé ensemble. Et vraiment, c'est sans un marquage d'émotion absolument splendide. Je suis obligé de rester.